Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire préféré. Sans attendre, voyons tout de suite ce que nous réserve le sommaire. Nous vous ferons la présentation du centre de santé, puis nous vous parlerons du futur changement de propriétaire de la clinique des Hêtres. Nous assisterons au montage de la grue pour les travaux d'extension du musée. Nous repartirons en enfance avec le théâtre de Guignol sur l'esplanade Montplaisir. Nous nous rendrons à la médiathèque pour la conférence sur le cimetière international par Pierre Desmarais. Et enfin, les archives de Beffroi Vision, le chantier du centre hospitalier en 2003, les fondations. Au centre communal de santé du Cateau-Cambrésis, le mot d'ordre est non à la désertification médicale. Pour cela, le centre a accueilli 2 nouveaux médecins adjuvants afin de renforcer l'équipe et permettre une prise en charge efficace des patients. Accompagnons Clémentine et Claude qui sont allés à leur rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au centre socio-culturel Jean-Pierre Coupry. Alors si vous vous demandez ce qu'on fait ici dans un cabinet médical alors que nous sommes normalement dans le bâtiment de la médiathèque, c'est normal, nous sommes bien dans un cabinet médical puisque ici se passe l'équipe du centre communal de santé du Cateau-Cambrésis et je vais laisser tout de suite la parole à Madame Stéphanie Plateau pour qu'elle nous présente ce centre communal. Bonjour Madame. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, le centre de santé a ouvert en novembre 2020. C'était une volonté de la municipalité de pouvoir proposer ce service aux habitants. Donc amener des médecins généralistes, puisque comme vous le savez, la désertification médicale pointe son nez, même par chez nous, dans nos petites campagnes rurales. Et voilà, donc après plusieurs mois d'écriture, de dossiers, d'agréments auprès de l'ARS, de la CEPAM, le centre a ouvert avec à sa tête le docteur Pluchart en tant que coordinatrice du centre. Et puis depuis quelques mois, nous avons pu embaucher 2 médecins adjuvants. Voilà, qui sont venus renforcer l'équipe. Donc une équipe qui est composée d'un médecin, d'une secrétaire et puis donc de nos 2 petits jeunes médecins qui sont venus renforcer cette équipe et puis d'une directrice du centre, Anne Quintard, qui chapeaute tout ça. Donc nous sommes en compagnie maintenant du docteur Vaille et du docteur Renaudino. Bonjour. J'ai quelques petites questions pour vous, étant donné que vous êtes des docteurs adjuvants. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire en quoi ça consiste d'être docteur adjuvant, s'il vous plaît ? Du coup, un médecin adjuvant, c'est un médecin qui a fini ses études de médecine. Donc, on a fait 9 ans d'études au niveau de la fac de Lille. On était dans la même promo d'ailleurs. Et donc, après 6 ans d'internat et 6 ans d'externat et 3 ans d'internat, là, on a fini donc, au 1er novembre 2022 et on est en train de passer notre thèse qui nous permet d'obtenir le titre de docteur en médecine. Et du coup, pendant cette attente, on a décidé de renouveler un contrat d'adjuvant, en fait, de médecins, de jeunes médecins. Voilà. D'accord. Et comment avez-vous découvert le centre de santé ? Par Lucille. C'est elle qui m'en a parlé. J'en avais déjà entendu parler au niveau du centre hospitalier, là où j'étais en tant qu'interne. On m'a dit, ah tiens, il y a un centre et tout, qui cherche des médecins généralistes. Donc du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais j'avais pas plus prêté attention que ça. Et quand Lucille en a parlé, je me suis dit, elle est là, donc tant qu'à faire, autant essayer. Et c'est bien. Et donc du coup, vous, comment vous en avez entendu parler ? Moi, j'avais reçu un courrier du docteur Pluchart à l'époque qui cherchait une remplaçante pour ses congés, il me semble, et qui en avait entendu parler par Anne Quintard, donc la directrice actuelle du centre de santé, qui en avait, elle, entendu parler par une connaissance de mon village, qui savait que j'étais en fin de cursus d'études médicales, et qui lui avait dit, il y a une jeune fille qui a quasiment fini ses études de médecine. Et voilà, donc j'ai reçu un courrier et j'avais répondu en disant qu'à cette époque-là, en fait, j'étais encore en internat, donc je ne pouvais pas me permettre de remplacer. Mais voilà, et après, elle m'avait recontactée à la fin quand j'avais eu fini l'internat. Et là, c'est vrai qu'elle m'a dit, si tu veux, tu peux venir voir le centre de santé, comment ça se passe. Et c'est vrai que j'avais trouvé l'idée intéressante, donc j'étais venue. On avait eu un échange, et puis après, je me suis dit, pourquoi pas essayer, en contrat de 3 mois, et puis j'ai renouvelé par la suite. D'accord. Et donc, quels sont les avantages du centre communal de santé du Cateau ? Alors, il y en a quand même pas mal. Surtout qu'on n'a pas grand-chose à gérer, en fait. On s'occupe juste de notre travail en tant que médecin, mais tous les petits à côté, en fait, qu'on est censé connaître entre
entre guillemets en libéral, on les a pas. Par exemple, c'est tout bête, mais par exemple les locaux, le loyer, s'occuper d'une femme de ménage, s'occuper du matériel ou autre. Enfin, ça, on dit ce dont on a besoin, mais après, on n'a pas besoin de gérer en fait tout ce qui est administratif. Donc ça, c'est un gros avantage. Et aussi, on a une secrétaire qui est sur place et qui fait pas mal de choses. Enfin, tout ce qui est... Voilà. Donc ça fait partie des avantages. Après, il y en a sûrement plein d'autres que je n'ai pas encore saisis, parce que là, pour l'instant, on fait que débuter. Donc on n'a encore jamais été en libéral. Et plein de désavantages qu'on ne connaît pas encore. Mais pour l'instant, c'est que bénéf, on va dire. Donc nous venons de voir les 2 médecins adjuvats, mais il y a également un médecin coordinateur du centre. Mais pour les encadrer, il y a toute une équipe. Donc nous sommes en compagnie de Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour, donc enchantée, je suis Coralie Debru, la secrétaire du centre de santé du Cateau. Donc au niveau de mes missions, je prends les appels, donc les rendez-vous, donc la partie administrative du centre de santé, puisque comme vous le savez, les médecins sont salariés, donc ils n'ont plus à gérer la partie administrative d'un centre et même de leur métier. Je m'occupe des encaissements, des appels, des rendez-vous, vraiment toute la partie administrative pure et dure d'un médecin. Voilà, tout simplement. Donc le médecin, étant donné qu'il a énormément de missions médicales, le fait d'avoir une secrétaire qui gère cette partie administrative leur permet d'occuper pleinement leurs tâches de médecin. Et donc justement, comme vous venez de débuter, je voulais savoir si vous aviez pu choisir entre devenir médecin urgentiste ou médecin généraliste. Et si oui, pourquoi avoir choisi d'être médecin généraliste ? Ouais, alors le choix en fait entre les différentes spécialités, ça se fait à la fin de l'externat, donc au concours en fin de 6e année de médecine. Et là, on choisit entre médecine de ville, donc médecine générale, médecine d'urgence et toutes les autres spécialités, pneumo, cardio ou autre. Et moi, je savais que je voulais faire médecine générale parce que justement, ce rapport au patient et puis le suivi, en fait, on n'est pas dans l'urgence, on a le temps avec le patient. C'est des patients qu'on voit, qu'on connaît, des médecins de ville, enfin les anciens médecins généralistes. Enfin, c'est des médecins de famille. Il y a ce côté aussi suivi et empathie qui est différent. Je trouve que parfois, chacun son avis, mais aux urgences, ça peut être aussi frustrant parce qu'il y a une notion de rapidité, de prise en charge, de surplus. Parfois, on se sent un peu débordé. Et ça, ce côté-là, je voulais pas l'avoir. Moi, je voulais prendre le temps aussi avec le patient, en consulte et je sais pas, c'est un côté qui est sympa. Et puis même prendre en charge aussi le patient dans sa globalité. Il y a le côté social, il y a le côté, le côté familial avec les enfants, on voit les grands-parents. Je trouve que c'est vachement agréable en fait la médecine générale. C'est un tout en fait, c'est global. D'accord, merci. Et vous, pourquoi avoir choisi cette voie ? Bonne question. Non, après, on n'est pas bloqué en fait en médecine générale, on peut encore faire des urgences. Il y a toujours quelqu'un qui a une formation d'urgentiste, c'est-à-dire qui est avec un médecin généraliste, mais si on veut faire des gardes aux urgences, il n'y a pas de souci. C'est pour ça, c'est ça qui est bien en fait. Si on peut très bien travailler aussi à l'hôpital, on est encore assez libre en fait de nos mouvements. Donc, je vais retourner faire des gardes aux urgences de temps en temps, par-ci par-là, dans tous les cas. D'accord, donc en fait, les deux vous plaisent et vous n'avez pas vraiment de préférence. Voilà, ouais. C'est bon, ça permet justement de voir les deux côtés. L'urgence, c'est un petit peu plus, un rythme un petit peu plus effréné, on va dire, et c'est pas mal aussi, par moment. Une question là un peu plus personnelle, comment se passe votre rencontre avec la patientèle ? Ça se passe très bien. Pour ma part, je trouve que la patientèle, elle est vraiment agréable dans le coin. Moi, j'ai grandi dans le coin, du coup, je sais pas, je trouve qu'il y a ce rapport, ce côté rural qu'on retrouve pas forcément près des grandes villes, surtout quand on a fait nos études sur l'île. Je trouve qu'il y a ce petit côté sympa. Le patient est souvent souriant et agréable, en fait, et reconnaissant, je trouve, dans le coin. Et franchement, ça se passe plutôt bien. On est vraiment bien accueillis au niveau de la patientèle et ça, c'est super agréable. C'est vraiment un confort au quotidien dans le travail ici. Et même au niveau de l'équipe, il y a vraiment une bonne entente, une bonne équipe et ça fait plaisir. Vous avez le même ressenti au niveau de la patientèle ? Ouais. Surtout dans les milieux où on voit qu'il manque de médecins, en fait, on est mieux accueillis quand même que dans les plus grandes villes où dès qu'ils accueillent un remplaçant, ils disent non, on préfère attendre le docteur machin et on n'a pas envie d'avoir un remplaçant. Alors qu'ici, non, ils ont besoin de nous, donc on est là et c'est plus plaisant en fait.
On parle souvent de déserts médicaux et du fait que les jeunes médecins ne veuillent pas venir s'installer dans les campagnes ou dans les petites villes parce que ce n'est pas assez diversifié ou parce que ça ne les intéresse pas tout simplement. Comment peut-on faire pour pousser justement de jeunes médecins à venir s'installer là où il y a des déserts médicaux ? Bonne question. Je pense qu'on n'aura jamais la vraie bonne réponse, mais en fait, nous, on est formés à soigner les gens, on n'est pas censé se débrouiller à gérer la pénurie. Donc ça, non, je pense que j'ai pas de réponse et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de bonne réponse. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on part pendant 10 ans pour faire des études à Lille, donc on est habitué aux grandes villes et tout. Donc après, revenir en fait dans les plus petits villages, c'est toujours un peu compliqué. Et on finit par y retourner, genre la preuve. Mais non, j'ai pas de réponse. Et vous qui venez d'un petit village, est-ce que du coup ça vous rapproche plus de vos origines, de revenir pratiquer votre métier ici, ou alors est-ce que vous préférez quand même les grandes villes ? Non, moi je pense que justement le côté rural, c'est un côté qui m'attire et je me voyais pas bosser à Lille par exemple ou dans d'autres grandes villes parce que j'aime la passion telle d'ici et même le travail en milieu rural. Et je sais pas, mais je pense que quelqu'un qui a toujours vécu en ville, en fait, pour lui, s'installer en campagne, ça serait compliqué. Je pense qu'il faut avoir vécu ou grandi en campagne pour s'installer en campagne. Après, voilà, peut-être qu'il y a des médecins qui ont fait leurs études en ville et qui viennent s'installer, mais c'est plutôt rare. Enfin, par exemple, dans mon cercle d'amis, les gens qui ont toujours vécu en ville s'installent en ville avec leurs amis, avec leurs conjoints. Enfin, j'ai l'impression que c'est la lignée qui est tracée comme ça, et voilà, c'est comme ça. Et après, c'est vrai que moi et Clément, on est plus du coin et de la campagne. On va peut-être avoir plus tendance à s'installer justement en campagne. Sauf si, non, je pense qu'il y a un phénomène comment dire, d'ancrage qui est un petit peu là quand même au niveau des sources. On revient à la source. Et donc là, plus précisément par rapport à la ville du Cateau-Cambrésis, on sait qu'elle propose un environnement de santé très vaste et très complet, puisqu'il y a un hôpital, il y a une clinique, il y a aussi une maternité. Est-ce que cela peut être un critère de choix pour un jeune médecin qui vient de s'installer ? Oui, déjà parce que j'ai fait une partie de mon internat aussi à l'hôpital du Cateau, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Si j'avais fait ça à Cambrai, par exemple, j'aurais peut-être trouvé un centre de santé à Cambrai, je serais resté là-bas. Donc le fait d'avoir un hôpital, il y a quand même un petit peu plus d'offres de soins que peut-être dans d'autres endroits, on va dire. Mais le fait d'avoir un plateau technique à côté, ça aide quand même pas mal. Donc c'est surtout ça, en fait, on n'a pas envie de se retrouver dans un petit endroit isolé en se disant mince, il faut faire ça, 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 et puis le patient, on ne sait pas où l'envoyer parce que c'est à 2 heures de route, quoi. Alors que là, voir ça à côté, c'est pas mal. Je pense qu'on a tous les deux aussi bossé au niveau de l'hôpital du Cateau, on sait un peu les services qu'il y a, le service des urgences, comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est plus facile aussi pour adresser nos patients après. Par la suite, on sait que par exemple, il y a un service d'addicto, on sait que les urgences, à telle heure, il y a toujours du monde, mais pour orienter, je pense que c'est un peu plus facile. Et puis c'est vrai qu'il y a un partenariat qui est en train de se créer avec l'hôpital et l'espace de santé. Donc puis après, l'accès aussi à l'imagerie qui est assez rapide ici. Les délais, on n'a pas à se plaindre. Les patients ont leurs examens assez rapidement quand même par rapport à d'autres villes ou d'autres structures de soins. Donc vraiment de ce côté-là, c'est un avantage. Bien, très bien, je vous remercie beaucoup. Merci docteur. Merci docteur. C'est officiel. Afin que nous puissions toujours avoir les meilleurs soins au plus près de chez nous, la clinique des Hêtres va changer de propriétaire. Nos amis François et Claude sont allés en apprendre plus auprès du directeur actuel, le docteur Choteau, accompagné du docteur Mottet, ainsi que du président du groupe Pochet Santé, qui s'est porté acquéreur, Stéphane de Butler. Alors, nous sommes actuellement à la clinique des Hêtres. Je vais tout de suite passer la parole à monsieur Choteau, monsieur de Butler et monsieur Mottet. Ils ont une très grande nouvelle à nous annoncer. Une très bonne nouvelle d'ailleurs. Monsieur Choteau, vous allez prendre votre retraite dans 1 an, c'est ça ? Après 32 ans de présence locale, je fais valoir mes droits à la retraite. Et M. de Butler a accepté d'assurer la continuité de l'établissement comme il était, en l'améliorant bien sûr, et il vous le dira lui-même. Et donc je suis heureux que son groupe se soit porté acquéreur de cette clinique, qui fait partie du pôle sanitaire, comme vous le savez, avec l'imagerie et avec l'hôpital. Alors, en quoi c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle parce que ça va pérenniser
l'activité de la clinique, en même temps renforcer l'activité annexe de la maternité, des urgences, etc., ce qui risquait d'être compromis s'il n'y avait pas un repreneur de cette qualité. Monsieur de Bulter, vous êtes prêt à relever le challenge? Présentez-nous aussi votre groupe, s'il vous plaît. Alors, je suis d'abord Stéphane de Butler, donc président du groupe santé Victor Pochet, donc, qui est installé à Amiens. L'histoire de notre groupe est à Amiens. C'est un groupe d'hôpitaux privés indépendants. Et notre premier établissement a été créé en 1897 par notre fondateur Victor Pochet. Nous avons un groupe donc de 8 structures sanitaires aujourd'hui, donc maintenant 9 avec la clinique des Hêtres, et exerçons une activité en médecine, en chirurgie, en obstétrique, en HAD, en soins de suite et réadaptation, mais également des activités sociales, en gestion de crèche ou de résidence senior sur notre territoire. Donc nos établissements sont installés à Amiens, à Abbeville, à Montdidier, à Corbie, à Hesdin dans le Pas-de-Calais, également à Paris, puisque nous avons une clinique, la clinique Sainte-Geneviève sur Paris. Au niveau du projet que nous portons ici, donc d'abord j'ai rencontré le docteur Chotto en été dernier, donc il me faisait part de l'avenir de l'établissement et il souhaitait redonner une continuité, une pérennité à cet établissement. Je le rencontrais dans le cadre d'une coopérative nationale que nous gérons, qui s'appelle Santé Cité, qui regroupe des hôpitaux privés français indépendants. Et donc je rencontrais Dr Chotto pour intégrer cet établissement dans cette coopérative d'indépendants. Et puis le Dr Chotto m'a fait part de son souhait de passer la main et de redonner une vision d'avenir à l'établissement. Et donc nous sommes rentrés en études de reprise avec Dr Chotto à partir du mois d'octobre-novembre. On a regardé en quoi cet établissement pouvait avoir un projet intéressant et en quoi le groupe Santé Pochet Santé serait en capacité d'aider cet établissement et de l'intégrer dans son périmètre. On a rencontré également l'agence de santé, donc, pour connaître la vision de l'agence de santé régionale sur l'avenir de l'hôpital et de l'ensemble hospitalier public-privé. Et on a reçu plutôt une vision très positive, très volontariste de l'agence de santé pour donner un avenir et renforcer la place de cet hôpital de proximité dans le paysage, dans le territoire. Donc ça, c'était une première phase. On a rencontré ensuite les dirigeants de l'hôpital, donc l'hôpital du Cateau, mais également l'hôpital de Cambrai. Rappelons que Cambrai est devenu maintenant le chef de file du groupement hospitalier de territoire de Cambrai, qui a pris son autonomie à la fin de l'année dernière. Et donc, il y a tout un projet sanitaire qui s'articule entre le Cateau et Cambrai, dans lequel l'hôpital du Cateau doit trouver une place plus forte et la clinique y contribuera par le travail en coopération avec l'hôpital public. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment allez-vous collaborer, vous, privé, avec le public ? Alors tout d'abord, la particularité de notre groupe d'hôpitaux indépendants, c'est d'avoir déjà des coopérations publiques-privées. On en gère 3. On en gère une avec un hôpital de proximité qui est à Montdidier, on en gère une avec un hôpital de proximité qui est Corbie, et on en gère une avec un CHU, donc qui est celui d'Amiens. Donc ça, c'est une histoire. Depuis 2006, on gère ce type de structure, donc on a l'habitude de travailler avec l'hôpital public. Deuxièmement, la particularité de cet ensemble ici, c'est que la chirurgie est portée par la clinique, la maternité, les urgences, la médecine, les soins de suite et la réadaptation sont portés par l'hôpital. Toutes ces activités sont complémentaires. Et donc l'idée, c'est de se dire, on se met dans un état d'esprit et dans une volonté de porter des projets complémentaires pour venir aider l'ensemble et faire mieux rayonner l'hôpital. Et cet hôpital, il rayonnera par rapport aussi à l'hôpital de Cambrai, qui est l'hôpital recours. Et donc, la façon dont on travaille, elle est simple, c'est de discuter avec l'hôpital et d'essayer de trouver des vecteurs d'amélioration de l'offre de soins, du rayonnement sur des prises en charge médicales, chirurgicales, la prévention qui est un enjeu important aussi pour l'avenir, et se dire comment on peut co-construire les uns à côté des autres une offre
beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique, compte tenu des enjeux aujourd'hui que sont des territoires avec des difficultés de recrutement de médecins notamment. Et c'est principalement ce qui caractérise ce territoire, qui est au bord d'un territoire qui est aussi, qui est presque encore plus atteint, je dirais, par cette désertification médicale qui est le Hainaut. Donc on a tout un territoire qui est regardé aujourd'hui par les autorités sanitaires. Et donc comme on a, nous, une culture du travail en commun, avec l'hôpital, mais également avec la médecine de ville qui est autour, les professionnels libéraux, on sait se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble qui est bon pour le territoire? Et c'est dans cet état d'esprit qu'on arrive sur le territoire. Notre groupe d'établissement dispose également de structures qui sont réparties sur l'ensemble des établissements du groupe et qui viennent aider les directions sur place sur un certain nombre de sujets, que ce soit le numérique, que ce soit de l'organisation de soins, que ce soit de la comptabilité, que ce soit de la qualité, des ressources humaines. Et donc on va mettre à disposition de cette clinique nos ressources centrales qui sont à partir d'Amiens, pour pouvoir aider l'établissement à être un peu plus fort, je dirais, et moins isolé que ne peut l'être une clinique de 50 lits sans partenaire autour. Donc ça, c'est vraiment un apport, et c'est un apport complémentaire à ce qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, la clinique, elle est bien gérée, elle est dans un bâtiment qui est de très bonne qualité, très bien entretenu par l'hôpital, qui fait un excellent travail, et donc nous, on peut apporter ce que la clinique a besoin en plus. Et donc ça, on va le faire, et on va essayer de faire entrer la direction de la clinique et les équipes de la clinique dans la communauté de notre groupe régional pour pouvoir aussi partager avec leurs pairs sur les fonctions qu'ils assurent. Donc une communauté aussi de responsables que l'on gère à l'échelle régionale. Alors, il y a une question d'un de nos animateurs préférés, il s'appelle André Miongou. C'est la question qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Bon, vous m'avez quasiment répondu à cette question, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans cette prochaine année, puisque dans 1 an, le docteur Choteau fait valoir ses droits à la retraite? Bien évidemment, c'est le rayonnement médical. Il faut aujourd'hui que cet établissement, avec l'hôpital, puisse attirer des médecins sur le territoire. Et aujourd'hui, le risque de toutes les structures sanitaires qu'on puisse avoir dans tous les territoires, c'est qu'à un moment, il n'y ait plus assez de médecins et qu'à un moment, on n'arrive plus à assurer l'avenir des activités. Donc nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est travailler avec l'hôpital pour que des médecins y trouvent un lieu d'exercice qui leur permette d'avoir un réel épanouissement et une capacité à se développer sur le plan médical. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'il y a une coopération très forte public-privé. En tout cas, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que des professionnels de santé y trouvent un intérêt, viennent à nos côtés, rejoindre l'équipe pour qu'ils puissent avoir un développement de carrière et soigner la population du territoire du Cateau. Le soin, c'est de plus en plus la santé. On aborde de plus en plus, on passe du soin à la santé, c'est-à-dire le soin on répare, et la santé, on s'occupe de préserver la santé des patients. Et notamment, c'est de développer des activités qui vont permettre d'aborder ces sujets de santé, et notamment les activités de prévention, de bilan, sont des sujets qu'on a discutés déjà avec l'hôpital du Cateau. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers le docteur Mottet, et ce sera sans doute vous qui aurez le mot de la fin. Quel chemin parcouru depuis 2001, c'est ça? Bien avant, oui. 1991 alors. Voilà, je suis arrivé ici en 1991 à la demande du docteur Choteau, où j'ai développé tout un secteur de chirurgie viscérale. Nous avons d'abord été à l'autre clinique, et puis nous avons déménagé ici avec l'hôpital en 2006. Moi, je voulais simplement dire que je pense parler au nom de tous les praticiens qui travaillent sur le site ou à côté. Nous sommes très contents de cette reprise par le groupe Pochet. Je pense et nous pensons tous que cela va redynamiser l'activité, amener d'autres praticiens et permettre à la clinique et au groupe de se développer. Parfait. Merci beaucoup. Depuis 1952, année de création du musée Matisse, celui-ci n'a jamais cessé de se développer. Cette année encore, son agrandissement est en cours. Pour cela, il faut du très gros matériel, tel que cette grue que notre ami Claude Delcourt est allé filmer lors de son installation.
Monsieur Tréhou, donc de la direction des bâtiments du département du Nord. Je suis chargé de mission et responsable en fait du suivi des travaux de l'extension et de la restructuration du musée Matisse. Aujourd'hui, au niveau de l'avancement, donc en fait au niveau du marché couvert, les travaux ont démarré donc au mois de septembre. On a déposé la charpente et la couverture du marché couvert et on a stabilisé les murs avec des butons métalliques. Puis à partir de début novembre, en fait, on a foré en fait un ensemble de pieux qui forment en fait une paroi de soutènement. Une fois que cette opération a été terminée, on a pu démarrer en fait le terrassement en fait du rez-de-chaussée bas. L'opération qui est en train de se finaliser. Et puis donc aujourd'hui vous avez le montage en fait de la grue à Tours, une grue qui fait 30 mètres d'auteur avec une flèche de 50 mètres et cette grue en fait permettra en fait la poursuite des travaux et le démarrage en fait des élévations en fait de l'extension du marché couvert. Il va y avoir 3 étages, donc un rez-de-chaussée bas, un niveau qui est enterré, qui sera en lien avec le rez-de-chaussée bas du musée existant. Vous aurez donc un rez-de-chaussée haut qui sera au niveau en fait de la rue Sédou. Et vous avez un étage qui sera également en lien avec l'étage en fait, du Palais Fénelon. Donc à partir de fin mai, le musée sera totalement fermé. Et donc on pourra engager également la phase 2 en fait, des travaux qui comprend effectivement la restructuration du palais Fénelon avec un réaménagement complet en fait, de l'espace en fait, accueil, billetterie, boutique. Prévoit également le déplacement du PC sécurité, le remplacement en fait, des équipements de ventilation, et d'une partie en fait, de l'éclairage. Ces travaux permettront également aussi de mettre en place un nouveau parcours en fait, de visite du musée qui démarrera en fait, par la collection Matisse. Pour l'instant, on a rencontré pas mal de difficultés au niveau du forage des pieux. En fait, on rencontre énormément de points durs dans l'enceinte du marché couvert, des blocs de grès, des anciens vestiges de fondations qui font que, je dirais aujourd'hui, on a pris un petit peu de retard au niveau des travaux. Et je dirais aujourd'hui, on est en train d'essayer de travailler en fait, sur le planning pour essayer de maintenir en fait, la rouverture du musée pour l'été 2024. Bon, bah écoutez, on est ravis là, de vivre cette journée sous le soleil du Cateau. C'est une journée importante pour le musée puisque c'est aujourd'hui qu'est montée la grue donc, que vous pouvez apercevoir qui va permettre de construire la rénovation, de travailler sur la rénovation du marché couvert. Donc aujourd'hui, on a creusé les fondations. Mais on va pouvoir commencer à partir de la semaine prochaine la construction donc, du premier sous-sol et la grue permettra d'amener tous les matériaux qui seront nécessaires pour faire monter progressivement donc, le chantier du marché couvert de manière à agrandir le musée Matisse sur son aile ouest. Donc on a une mobilisation des équipes mobilisées autour de la construction de cette grue dont les dimensions sont impressionnantes, puisqu'on nous annonce donc que sa tête fera 50 mètres de long d'un côté, 18 de l'autre. Donc ça permettra d'avoir un accès à l'ensemble des parties du musée qui font l'objet de la rénovation. Alors, est-ce que vous allez tenter l'ascension de la grue ? Alors je n'ai pas encore tenté parce qu'elle n'est pas encore construite, mais si on m'y invite, peut-être que je m'y lancerai, mais en l'absence de vent. Pas aujourd'hui en tout cas, il fait beaucoup trop froid. Chers amis de Beffrovision, quelle émotion pour tous les Catésiens de voir cette excavation
avec les anciens sous-sols du Palais Fénelon qui se prolongeaient vers le marché couvert. Quelle émotion de voir tous ces engins, cette grue immense derrière le Palais Fénelon. C'est vraiment une chance pour le Cateau et toute notre région et notre département d'avoir cet agrandissement pour faire rayonner plus encore notre grand musée Matisse. Matisse, Herbin, Grosmer, évidemment, et toutes nos richesses avec la donation Thériade, etc. Alors, Madame Le Flamand vous a donné toutes les explications qui conviennent. Nous pouvons la remercier tous de ce qu'elle a tenu à revenir au Cateau. C'est une chance pour le Cateau et pour le musée. Voilà, je tenais à le dire en sa présence. Et bien sûr, c'est dangereux ici, le chantier. Personne ne peut venir comme ça. On nous a affublés de casques. Mais je crois que si une pièce de la grue nous était tombée dessus, on n'aurait quand même pas résisté. Voilà, alors on vous souhaite de bien regarder de l'extérieur les travaux d'agrandissement du musée. Rendez-vous l'année prochaine, mais pour l'instant le musée est ouvert jusqu'au mois de mai avec un nouvel accrochage magnifique dans l'esprit de 1952 dans le salon d'honneur de la ville du Cateau. Allez, à bientôt au musée, au revoir. Merci, monsieur. C'est Guignol, c'est Guignol. Nous avons tous connu ce personnage dans notre enfance. Eh bien, sachez qu'il est toujours là pour le plus grand bonheur de nos petits. Sur l'esplanade Mon Plaisir, durant 3 jours, il a fait rire petits et grands lors de plusieurs représentations. À vous, Claude, que t'as adoré. Bonjour les amis. Dites-moi, l'on me connaît? Eh bien, dites-moi les enfants, comment je m'appelle? Comment? Comment? Eh oui les amis, c'est cela, c'est cela. Je suis Guignol, l'ami de tous les enfants sages. Alors je suis Monsieur Prince, je suis directeur du théâtre Guignol, la marionnette de Lyon Guignol, et je présente ici le spectacle pour une semaine dans la ville de Le Cateau-Cambrésis. Alors Guignol, c'est une marionnette lyonnaise qui a été créée par Laurent Mourguet, qui était lui-même un arracheur de dents, et pour faire, on va dire, moins peur aux enfants, il a créé une marionnette pour les divertir, et ça a été Guignol, et ça a été un succès, on va dire, européen, c'est connu partout, hein. Donc voilà, de là est né Guignol, et puis après il a mis d'autres personnages dans les pièces de théâtre, et puis après voilà, il y a eu des personnages de Disney qui ont été inventés aussi, comme là aujourd'hui on présente Guignol et Pinocchio, il y a 45 minutes de spectacle, tous les enfants participent au spectacle, c'est un spectacle interactif, instructif et éducatif aussi pour les plus jeunes, et voilà, c'est un formidable spectacle à découvrir en famille. Alors on a 5 marionnettes véritables lyonnaises, alors il y a Guignol, il y a Pinocchio,
il y a le gendarme, Bébert, le chef des voleurs, et il y a Mademoiselle Nathalie, qui est donc la baronne d'un château. Bonjour. Les amis, les enfants, je me suis écrasé le nez comme une tomate. Bon, allez, je recommence. Bonjour Pinocchio, bonjour. Dis-moi petit guignol, que viens-tu faire ici au village? Eh bien moi Pinocchio, je viens au village, car j'ai perdu mon travail. Et moi guignol sans travail, eh bien je suis très malheureux. Les enfants, n'est-ce pas que je suis malheureux, moi guignol sans travail? Alors l'histoire, c'est Guignol et son ami Pinocchio. Guignol a perdu son travail, il n'a plus de travail. Alors Pinocchio lui conseille un travail chez Mademoiselle Nathalie, l'assistant du château de Mademoiselle Nathalie. Et dans ce château, bien, il y a un vilain voleur qui s'est évadé de prison l'après-midi même. Et bon voilà, qui veut dérober le bijou de Nathalie. Donc voilà, c'est les aventures du bien et du mal. Ça apprend les enfants à ne pas voler, à ne pas faire de mauvaises choses. Et donc voilà, Guignol et son ami Pinocchio arrivent à capturer ce voleur, rendre le bijou à Nathalie. Et puis monsieur le gendarme finit ce voleur en prison. Dites-moi qui a parlé, bande de moustiques? C'est moi. Dites-moi qui a parlé? C'est moi. Dites-moi qui a parlé, les enfants? Dites-moi qui a parlé? C'est le petit Guignol qui a parlé? C'est le petit Guignol qui a parlé? Guignol! Oh, Guignol! Guignol, Guignol, Guignol! Mais non, il est évanoui, bande de moustiques! On fait ça de génération en génération, de père en fils, depuis maintenant 7 générations. Donc on est né dans le cirque, on faisait des spectacles de cirque et on a fait aussi des spectacles de marionnettes, car l'hiver on fait des petits galas pour les comités d'entreprise, des fêtes de Noël. Et il y a toujours eu Guignol et ses amis dans nos spectacles. Et donc là, voilà, en période, on va dire hivernale et au printemps, on fait nos petits spectacles de marionnettes. Et l'hiver, on va dire aux alentours du mois de novembre, on reprend nos spectacles de cirque dans les salles pour les arbres de Noël. Allez, Guignol! Allez, Guignol! Retrouvons notre historien local Pierre Desmarais lors de sa conférence sur le cimetière international qui avait lieu à la médiathèque. Aujourd'hui, c'est un petit peu la consécration d'une de mes recherches sur le cimetière international du Cateau, qui a une très longue histoire, et puis de nombreuses anecdotes, notamment de la façon dont il a été conçu, et puis également, et malheureusement pour certaines personnes qui y sont enterrées, certains militaires, où on retrouve des Allemands dans le cimetière anglais ou des Allemands dans le cimetière anglais. Il a été construit au départ par les Allemands. Il y a des Allemands, des Français, des Anglais et des Russes. Pourquoi un tel sujet? Disons que dans le cadre de mes recherches sur les morts de 14-18, j'ai eu des demandes de personnes, notamment d'un Anglais qui cherchait un de ses descendants, qui m'a contacté via Internet. Il parlait très bien le français, mieux que moi d'ailleurs. Et donc j'ai fait des recherches, j'ai retrouvé la tombe de son ancêtre. Et partant de là, je me suis dit, pourquoi pas faire des recherches sur le cimetière. Et j'ai eu la chance de tomber sur des documents à Avesnes. Ça peut être paradoxal, mais l'histoire du cimetière du Cateau commence par la ville d'Avesnes. Ah bon? Eh oui, ça, tout le monde l'ignore. Mais c'est l'ancien commandant de la commandature du Cateau, Van Mering, qui était à Avesnes avant, qui est venu au Cateau. Enfin, c'est toute une histoire que je vais raconter là, pendant ma conférence. Fait intéressant, oui. Pourquoi il y a 2 infirmières qui sont enterrées dans le cimetière anglais? Pourquoi des Russes? Il y a 40 ou 42 tombes de mémoire de soldats russes. Et également, pourquoi des Français, une vingtaine de Français, sont inhumés dans l'ossuaire allemand. Donc là, je donnerai les explications. Et pour les Français, je donnerai également les noms et
et leur curriculum vitae. Ce que l'on peut préciser d'autre, c'est que, ayant déjà fait des émissions en Beffrovision, je suis en train d'étudier la possibilité de faire un épisode ou 2 épisodes sur le cimetière international du Cateau à Beffrovision. Mais là, il faut que je m'y attelle parce que c'est pas la même conception du programme. Et donc, pour les Catésiens qui n'ont pas pu se déplacer, ça leur permettra de connaître une page d'histoire en plus de leur commune. Un petit tour dans le passé, plus précisément en 2003, pour redécouvrir les fondations du centre hospitalier grâce aux archives de Beffrovision. Le point sur le chantier du centre hospitalier. C'est pas grave. Aujourd'hui, on est en train de faire les fondations et on monte les voiles d'ascenseur. Ça correspond quoi les voiles d'ascenseur? C'est quoi en fait? C'est tout ce qui est en sous-terre. Et c'est des cuves, c'est du cuvelage quoi. C'est des, comment je pourrais vous dire ça? C'est des ascenseurs qui descendent tout en bas. Ah d'accord, donc c'est la partie. Donc là ici on est vraiment à la base de la construction. C'est vraiment la fondation, c'est les fondations. Hein. Ouais, c'est important donc. Ouais, c'est important, bien sûr, c'est important. Alors donc, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fondation, c'est quoi? Une fondation, on fait un trou, c'est pour couler des massifs, pour recevoir la structure qui vient dessus. Alors c'est des massifs qui font, mettons, 2 mètres au carré ou 2,80 mètres au carré, ça dépend de ce qu'il nous dit au bureau d'études. Et après c'est toute la structure qui est dessus. Donc aujourd'hui le chantier est assez facile ou il y a des difficultés? Je ne vais pas dire que c'est des difficultés ni facile. Un chantier c'est jamais facile, faut faire un an quoi. On découvre toujours des choses. Voilà, on a toujours des surprises bien sûr. On a toujours des surprises. Mais là tout va bien à l'heure actuelle? Actuellement ouais, ça va bien, ça retourne bien ouais. Et voici quelques brèves. En raison de travaux, le cimetière du Cateau sera fermé de 8h à midi, du mercredi 1er mars au vendredi 24 mars inclus. La médiathèque vous propose, en partenariat avec IDZD, d'apprendre à réaliser des produits cosmétiques naturels, le mercredi 8 mars de 15h à 17h. C'est gratuit, par contre les places sont limitées. Inscription au 03 27 84 54 22. Prévoir aussi 3 récipients vides type pot de confiture. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. Je cède la place à André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.